C'est toujours le même scénario. Chaque fois qu'il pleut, difficile pour ces populations de Koumassi de se déplacer aisément. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une forte pluie s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Et une fois de plus, ses habitants ont le pied dans l'eau. Ce matin, on est quitté à la maison. On a marché dans de l'eau sale pour aller à l'école. Et au retour, c'est la même. Ceux qui sont tombés ici, là, ça vaut 20 personnes. Moto est rentré. Ceux qui vont à l'école, ils sont rentrés. Moi-même, j'étais là à 6 h du matin. 6 h jusqu'à l'air là. Ceux qui sont tombés dans l'eau, là, ça vaut 20 personnes. Les élèves, les motos, les piétons. Donc, ils trouvent la licence, c'est pas qu'il y a trou. Il vient, il veut passer net là, il tombe. Pas question pour ce véhicule de poursuivre son chemin. C'est parce que je ne peux pas. On dit qu'il y a un gros trou là, donc il risque de rester là. Donc il vaut mieux de retourner. Circuler dans les eaux usées, c'est désormais une habitude pour ces personnes. Ces commerçantes mènent difficilement leurs activités. Chaque fois qu'il pleut, on n'est pas tranquille ici. Même dans nos maisons, on n'est pas tranquille. Tu vas jamais là. Si tu dis comment c'est taxi, tu ne prends pas. Tu vas à Bobo, tu dis comment c'est taxi, tu ne prends pas. C'est pas bon. Toi-même, voyez-moi, il vient d'Adjamé comme ça tout de suite là. Je peux la dire si ce n'est pas 4 000, il ne vient pas. Ici, nous, il n'y a pas de route. On pourrait le dire, la pluie est source d'inquiétude pour les résidents de la commune de Koumassi. L'Open de golf de Côte d'Ivoire, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny, reprend ses droits après 18 ans d'interruption. Ce grand rendez-vous golfique qui a vu le jour en 1980 n'avait plus été organisé depuis 1999 à cause de la situation sociopolitique. Une centaine de golfeurs, amateurs et professionnels d'Afrique et d'Europe se défieront du 11 au 15 octobre 2017 sur le parcours des 18 trous de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Pour Emmanuel Lecin Kofi Kwaku, président de la Fédération ivoirienne de golf, cette 19e édition marque le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène golfique internationale. Ça va être la renaissance de l'Open de Côte d'Ivoire. On était un peu frustrés de voir que tous les pays africains autour de nous faisaient de l'Open et que la Côte d'Ivoire ne faisait plus d'Open. Alors que dans les années 80-90, ce parcours que vous voyez était classé 5e mondial et la Côte d'Ivoire faisait partie du circuit européen. On l'a perdu, on veut revenir à ce niveau. De grands noms du golf sont annoncés. Aïn Poutler, vainqueur de la précédente édition et actuellement joueur sur des tours prestigieux tels que l'European Tour et le PGA Tour, sera présent. C'est l'occasion pour tous les Ivoiriens de venir voir les professionnels ivoiriens jouer contre les professionnels d'Afrique et du monde. C'est l'occasion de venir encourager les Ivoiriens à gagner cet Open. Le vainqueur de l'Open de Côte d'Ivoire, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny, remportera la prime de 6 500 000 francs CFA. « 8h20, l'heure de la rentrée d'école. Bonjour mademoiselle. Oui. Bonjour maîtresse. Bonjour. Jusque-là, rien de particulier. La maîtresse accueille toujours ses élèves un à un, sauf que dans cette classe de maternelle, comme dans les 5 autres de cette école parisienne, petits, moyens et grands sont tous rassemblés dans un niveau unique. À peine arrivés, on les invite à choisir une activité. L'activité consiste à remplir les gobelets qui sont ici. Je te laisse t'entraîner ? Oui. Vas-y. Ici, on n'hésite pas à pousser les tables et les chaises pour libérer un maximum d'espace et favoriser ainsi les activités individuelles des enfants. Une pédagogie baptisée « Atelier autonome », mais qui s'inspire largement de celle qu'avait créée au début du XXe siècle la médecin italienne Maria Montessori. Les grands principes correspondent le fait de mélanger les âges et le fait de travailler de façon autonome. Voilà. Ça, c'est des choses qu'elle préconisait, qu'elle trouvait efficaces. Dans la classe d'à côté, la maîtresse a, elle, davantage traîné les pieds avant de se convertir avec enthousiasme au triple niveau, car plus attachée à sa propre méthode développée au fil de 40 ans d'enseignement. Elle dit avoir eu le déclic en lisant le livre très largement médiatisé de Céline Alvarez, une disciple de Montessori. Moi, je travaillais beaucoup en leçon magistrale, collectif, un petit peu à l'ancienne. Et il est vrai qu'en collectif, les enfants n'écoutent pas tous. Et dans ce nouveau système, je pense avoir des chances pour avoir beaucoup plus de temps
Jusqu'à présent réservée à certaines écoles hors contrat, la philosophie Montessori gagne du terrain et il y a des signes qui ne trompent pas. La ville de Paris a mis cette année pour la première fois du matériel Montessori à la disposition des écoles, un matériel en rupture de stock dès la rentrée. C'est pas suffisant, mais nous avons pu choisir du matériel qui nous convenait. Même si les maîtresses en ont créé énormément par leurs propres moyens, je pense que l'année prochaine, elles pourront choisir encore plus de choses. Reste le problème de la formation, même si elle n'a rien d'obligatoire dans le public. Pour être labellisé Montessori, les enseignants doivent se former pendant leurs vacances scolaires et débourser 8 000 €. Afin de démocratiser l'accès à cette pédagogie, cet enseignant de région parisienne a créé une association qui a vu le nombre de ses adhérents presque tripler cette année. L'intérêt, il est pour les gens d'adhérer, de nous soutenir, de soutenir la volonté de ne pas réserver cette pédagogie Montessori au privé. C'est-à-dire que Montessori, en France, est quasiment exclusivement réservé au privé, donc à une certaine classe sociale. Aujourd'hui, on compterait au moins une centaine de classes publiques s'inspirant de Montessori. Même si le ministre de l'Éducation y semble plutôt favorable, il faudra encore convaincre les parents, dont certains ne cachent pas une certaine méfiance. 6 octobre 1973, une nouvelle guerre israélo-arabe embrasse le Proche-Orient. C'est le début de la guerre du Kippour. Début octobre, des troupes, tant syriennes qu'égyptiennes, se concentrent aux frontières avec Israël. Ces mouvements sont considérés comme des exercices par les autorités israéliennes qui ne peuvent envisager une opération arabe contre eux, compte tenu de la supériorité des forces israéliennes. L'attaque a eu lieu le 6 octobre en pleine fête juive, la fête du Yom Kippour, le grand pardon pendant laquelle se recueillent beaucoup d'Israéliens. Les forces égyptiennes et syriennes, environ 500 000 soldats, lancent l'offensive contre Israël, les premières sur le canal, les secondes sur le Golan. Les forces égyptiennes franchissent le canal et entrent dans le Sinaï sur 180 km. Quant aux forces syriennes, elles reprennent rapidement le mont Hermon et Kouneitra. En ce jour de fête religieuse, Israël est surpris de l'attaque, mais l'armée israélienne, forte de 350 000 hommes, à la suite de la mobilisation des réservistes, reprend l'avantage. L'aviation israélienne bombarde des infrastructures stratégiques syriennes, ports, installations pétrolières, centrales électriques. De leur côté, les soviétiques fournissent des armes à l'Égypte et à la Syrie. Dès le 10 octobre, par un pont aérien, les opérations sont plus lentes dans le Sinaï. Israël manque de matériel militaire après les opérations contre la Syrie. L'aide américaine est sollicitée. Les livraisons commencent le 14 octobre et le même jour, l'armée israélienne reprend le canal et le franchit. Au plan international, le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni dès le 8 octobre, suit le déroulement du conflit. Mais les avis divergent sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. Ainsi, au début du conflit, l'Union soviétique refuse le cessez-le-feu afin de laisser à l'Égypte et à la Syrie leur chance. L'Égypte le refuse également, voulant qu'Israël s'engage avant l'arrêt des combats à rendre les territoires occupés en 1967. De son côté, Israël n'envisage pas la fin des combats sans une victoire territoriale totale devant l'avancée des Israéliens en territoire égyptien. L'Union soviétique demande enfin le cessez-le-feu. Le 22 octobre, le Conseil de sécurité vote la résolution 338 qui demande le cessez-le-feu dans les 12 heures à venir. La résolution 338 est acceptée le 22 octobre par l'Égypte et par Israël et le 23 octobre par la Syrie. Mais les combats se poursuivent en Égypte. Le 23 octobre, le Conseil de sécurité vote une nouvelle résolution, la 339, qui demande le cessez-le-feu et le retour aux lignes de cessez-le-feu du 22 octobre. Si le cessez-le-feu est respecté, Israël refuse en revanche de revenir sur ses positions du 22 octobre. La guerre du Kippour a également des répercussions sur le plan économique. Le 17 octobre à Koweït, les États arabes producteurs de pétrole décident de réduire de 5% leur production pétrolière jusqu'à ce qu'Israël rende les territoires pris en 1967. Puis, un embargo est décidé contre les États-Unis le 20 octobre à la suite de l'aide militaire apportée à Israël dès le 14 octobre. Les conséquences sont une hausse du pétrole. Été 1973, 3,07 $ le baril. 20 octobre 1973, 18 $ le baril. C'est le premier choc